C'est compliqué de créer la confiance en ce moment, hein. Les consommateurs sont un peu inquiets, les législateurs ne nous aident pas trop, les règles changent tout le temps, donc c'est compliqué. Je pense qu'il faut parler de ces métiers qui sont très intéressants parce qu'ils évoluent très vite. Ce sont des métiers à la fois traditionnels, où la relation humaine est clé, et en même temps extrêmement innovants. Je pense que la clé, c'est de comprendre les évolutions de son écosystème, d'aller chercher aussi ce qui peut être un peu innovant et créer de la valeur. En fait, de se dire, je crée de la valeur pour mon entreprise et je le crée pour mes partenaires. Moi, je crois que 2025 et toutes les années à venir, c'est plus que jamais, en fait, une ère de la co-construction. Tu fais les choses parce que tu vas trouver les bonnes personnes pour le bon sujet au bon moment. Bienvenue dans Fab Info, le podcast qui décrypte les enjeux de la donnée produit dans l'industrie. À chaque épisode, on donne la parole à celles et ceux qui vivent la réalité du terrain. Fabricants, distributeurs et experts. On parle format, PIM, e-commerce, relations clients et transformation digitale. L'objectif ? Comprendre comment la donnée devient un levier de croissance, de différenciation et surtout de vente. Je suis Lucas. Et je suis Paul, et ensemble, on vous emmène dans les coulisses de la donnée produit. Fab Info, là où les données deviennent des ventes. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Lucas. Enchanté, tu vas bien? ça va très bien. Et drôle. Voilà, impeccable. Je suis ravi de te recevoir donc sur le podcast Fab Info pour une nouvelle émission. Un plaisir. Écoute, merci à toi. Merci de ton invite. Pour le contexte quand même, on est donc à Paris, dans un bar. On enregistre, c'est possible qu'il y ait un petit peu de bruit de fond, mais Il y a un peu de fond, mais on est en live, il fait beau, on est en terrasse. et on est très bien. Écoute, on est pas mal. À Paris, c'est rare quand même, hein. Ouais, L'automne avec du soleil, c'est pas mal. c'est clair. On profite. On va parler de plein de sujets que tu connais très bien, parce que tu as une longue expérience dans l'industrie, la distribution du bâtiment. Et écoute, justement, je te propose de commencer par te présenter. Ouais, bah, avec plaisir, Lucas. Donc Jean-Pierre Lair. Donc j'ai un cursus effectivement dans l'univers des industries du bâtiment. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé dans des domaines très différents. Dans le ciment, chez Vicat, dans le carrelage, chez Villeroy-Boch, chez LG Électronique dans la clim. Et dernièrement, j'étais chez Ursa, en fait, DG, donc dans l'isolation. Et puis entre-temps, j'étais aussi chez Danfoss, chez Grohe. Donc j'ai eu la chance de toucher à peu près à tous les secteurs d'activité, paraît-il, sauf l'outillage. Tu vois, il manque l'outillage. Bon, je sais pas, on verra, hein. Est-ce que peut-être nous donner aussi, nous décrire ton activité actuelle, du coup, maintenant, après toutes ces expériences? Alors oui, aujourd'hui, je suis administrateur indépendant et conseil d'entreprise, en fait, sur la stratégie commerciale, surtout sur leur développement commercial profitable. En fait, ma connaissance des réseaux de distribution, des metteurs en œuvre, des prescripteurs et des industriels, me permettent de mettre les gens en lien et puis de les aider à trouver le meilleur chemin au marché, trouver des innovations peut-être sur certains sujets. Donc des sujets liés au bâtiment au sens large du terme et à l'énergie. Voilà. Ok. Donc, tu l'as dit, hein, tu as accompagné des marques historiques, tu as piloté des transformations. Ma première question, quel fil rouge tu vois dans ton parcours? Mon fil rouge, si tu veux, il est clairement lié au business, quoi, au commerce. En fait, c'est commerce, marketing, communication, ça c'est mon triptyque. Alors évidemment après, voilà, en étant DG, tu gères un PNL, tu gères la finance, aussi la logistique, la supply chain donc. Mais globalement, moi, ce qui me plaisir, c'est vraiment le développement de business, quoi. C'est ça mon truc, quoi. Et évidemment, tu fais ça pas tout seul, tu fais avec des équipes, des partenaires, donc ça c'est sympa. C'est quoi les grands apprentissages? Si tu devais en retenir quelques-uns, je pense qu'il y en a beaucoup, mais quels sont les grands apprentissages après tant d'années dans le BTP? L'apprentissage, c'est que tu apprends à la fois de tes pairs, mais tu apprends en dehors aussi. C'est-à-dire faut savoir aussi sortir de son écosystème. Alors la palissade, c'est que tu apprends pas de toi, donc tu apprends vers les autres. Donc moi, j'ai toujours eu ce réflexe, en fait, et ce plaisir, en fait, d'aller chercher des nouveaux contacts, de nouveaux partenaires, pas pour me disperser, mais pour me donner nouvelles idées à mes équipes. Donc en fait, une des leçons, c'est en fait, voilà, sortir de sa zone de confort pour apprendre, pour s'adapter et je crois qu'en 2025, il faut plus que jamais s'adapter, quoi. Donc et ça va très vite, quoi. Tu l'as dit, donc aujourd'hui, on est en 2025. Comment tu décris l'état du marché français, du BTP particulièrement, les dynamiques, les risques, les accélérateurs? C'est quoi l'état des lieux selon Jean-Pierre Lair? Alors écoute, moi je suis confiant pour l'avenir. Alors c'est vrai qu'on est dans une conjoncture qui est quand même pas folichonne. C'est compliqué de créer la confiance en ce moment, hein. Les consommateurs sont un peu inquiets,
Les législateurs ne vous aident pas trop, hein, les règles changent tout le temps. Par exemple, si je prends la rénovation énergétique, c'est quand même, très, très chaotique, donc c'est compliqué. Une fois que j'ai dit ça, en fait, il y a des besoins. Il y a des besoins sur du logement neuf, en France et en Europe, et il y a des besoins en rénovation des bâtiments. Rénovation pour, avoir des logements parfois uniquement décents, avec un meilleur confort d'été ou hiver, et puis avoir de moindres factures énergétiques également. Donc tout ça fait qu'en fait, il y a un grand axe, il y a un gros potentiel. Donc ça, c'est, je dirais, la ligne tracée pour les 10, 20, 30 années à venir. Donc ce qui doit inspirer les jeunes, quoi. On ne parle pas assez des métiers, aux jeunes générations. C'est peu connu, hein. Tu sors d'une école de commerce ou d'ingé, ou de ta formation, bah, tu vas connaître peut-être LVMH, hein, Louis Vuitton, et tu vas moins connaître, Point P ou Ursa, hein, par exemple. Donc je pense qu'il faut parler de ces métiers qui sont très intéressants parce qu'ils évoluent très vite. C'est sur des métiers à la fois traditionnels, où la relation humaine est clé, et en même temps extrêmement innovants. Depuis maintenant des années, tu as la maquette numérique, le digital est là, en fait, sur les bâtiments. Alors, on a une vraie révolution quand même de l'approche. Évidemment, l'IA impacte aussi ces métiers. Donc, en fait, ça en fait l'intérêt. Ça veut dire que c'est un métier qui reste humain et très évolutif. Et avec un besoin concret, besoin de logement, besoin de, même encore de bureaux. On a beau parler de coworking, de télétravail, on a encore besoin de bureaux. Il y a aussi une évolution des bâtiments, des services apportés par les bâtiments qui peuvent être mixtes. Je parle de bureaux, parfois on transforme des bureaux. On essaye en tous les cas le mieux possible en logement, où on fait évoluer les bâtiments. Donc en fait, c'est les métiers qui peuvent inspirer beaucoup de monde, qui concerne beaucoup, beaucoup de métiers. Quand je parle du bâtiment, c'est très générique, mais tu peux être metteur en œuvre, hein, tu peux être une boîte de BTP, en fait, une boîte d'entreprise générale, tu peux être un architecte, tu peux être un économiste de la construction, un distributeur, un industriel. Enfin, il y a plein, plein de Tout le monde dans ce métiers. marché, ouais. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'intérêt, en fait. Voilà. Donc, mon message il est plutôt positif et de faire connaître en fait ces métiers en pleine évolution, en pleine révolution. Avant de se tourner vers, l'avenir, tu as parlé donc du digital. Quelle autre, grande transformation tu as vue pour l'industrie, particulièrement du bâtiment? Ah, écoute, heureusement, on y arrive. On parlait, tu sais, on parlait beaucoup d'environnement, et cetera, mais il y avait beaucoup de, comment dire, d'effets d'annonce, d'effets de manche, tu vois? Ou du sociétal, de l'humain, et cetera. Aujourd'hui, on est en plein dans le cœur de la RSE, quoi, hein, donc c'est ça dont je veux parler, c'est effectivement, les volets à la fois, alors évidemment économiques, ça c'est le plus classique, c'était l'historique, et maintenant les volets environnementaux et sociétaux. Donc le bâtiment s'intéresse de plus en plus à l'environnement. La première chose en fait qui est hyper pertinente, qui révolutionne ce métier, c'est la REP, la responsabilité élargie du producteur. Donc chaque producteur en fait, doit se donner les moyens, en fait de pouvoir recycler en fait, soit des déchets de chantier, de déconstruction ou dans ses productions. Et en fait, on est de plus en plus dans le réemploi, par exemple, des matériaux. Donc ça, c'est, absolument nouveau et on n'en est qu'au balbutiement, en fait, hein. Donc tu vois de plus en plus des bâtiments avec de la verdure, des pans de murs, effectivement, qui sont des pans de verdure, et cetera. Beaucoup de matériaux, réutilisés, réemployés. Ça, c'est une vraie évolution. Et puis plus globalement, évidemment, ça concerne tous les secteurs économiques, mais le bâtiment en fait partie. En fait, on construisait un petit peu comme il y a 40 ans, encore ces dernières années. Là, ça bouge très vite. Et puis la façon aussi de travailler. Bon, là, c'est le bâtiment et c'est un peu partout. Heu, on parle en fait du souci de l'autre, et cetera. C'est pas toujours pratiqué, hein, faut se dire les choses, hein, mais il y a une vrae appétence, une vraie demande à un moment donné, jeunes ou moins jeunes. Je crois que c'est pas que les générations Z. Les gens ont envie d'avoir du sens dans ce qu'ils font, dans leur boulot. Et puis, bah, ils ont pas que le travail non plus, hein. Moi, je suis d'une génération où on était effectivement plus que travaillomane. C'est pas pour ça qu'il faut pas, voilà, je pense qu'il faut quand même se donner, il faut mettre de l'énergie, mais trouver un meilleur équilibre, en fait. Et donc c'est ce volet un peu sociétal qui reste à parfaire, hein. Aussi bien le volet environnemental que sociétal reste à parfaire totalement. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a aussi parfois, des gens qui voient une inéquation, ou c'est antinomique entre la partie, RSE, la partie économique. Ça peut coûter cher, donc ils hésitent ou ils font pas vraiment. C'est le sens de l'histoire, là. Tu as parlé de RSE, tu as parlé de digital, donc il y a plein de transformations. Comment justement concrètement, ça se matérialise quand on est capitaine, d'industrie, quand dirigeant chez un fabricant? Comment on priorise? Parce qu'il y a encore les problématiques du quotidien, il y a tout à gérer. Comment on arrive à piloter toutes ces Bah, transformations, déj à les gérer, à les Ouais. Bah, déjà, faut que tu intègres ça clairement dans les priorités.
C'est vrai que si tu mets, comme disent les anglo-saxons, nice to have, euh, euh, ton volet environnemental, tu vas faire du greenwashing, tu vas pas faire grand-chose, quoi. Donc il faut les actions concrètes. Par exemple, dans les matériaux, il y a beaucoup de réemploi en fait des matériaux. Donc ça, c'est un point clé où tu peux faire au niveau de ton usine. Donc il y a les éco-organismes qui ont été montés. Donc au sein de ces éco-organismes, il y a beaucoup de producteurs qui peuvent coopérer entre eux en fait pour trouver les solutions, quoi. Donc ça, c'est un point absolument concret. Puis après, il ne faut pas avoir peur des petites actions, hein. C'est ce qu'on va appeler l'action colibri. En fait, chacun fait sa part. Je sais pas si tu connais la légende du colibri, moi j'aime bien la raconter, quoi. Je t'en prie. Ah ben ouais, elle a donné. Et en fait, elle est assez simple, mais tu vois, assez symptomatique de, je pense, qu'il faut faire. En fait, c'est une légende amérindienne à l'origine, tu vois. Et en fait, c'est le petit colibri qui est dans la forêt, tu vois, amazonienne. Puis il y a un feu gigantesque. Tu as tous les animaux qui courent, qui fuient, etc. Puis il y a le petit colibri, il fait des allers-retours entre la rivière et la forêt. Puis avec son petit bec, il verse son petit filet d'eau, quoi. Puis les animaux, le roi des animaux, disent: mais attends, colibri, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a aucun sens. Tu vas pas éteindre tout seul le feu. Il dit: mais tu as raison, mais je fais ma part. Et en fait, cette idée, je fais ma part, c'est effectivement, chacun peut amener à son niveau, en fait, sa pierre ou son filet d'eau, en fait, à toutes ces actions-là. Et sinon, on sera contraint. Hein? Sinon, ce sera sous la contrainte. Sinon, alors, vaut mieux, je pense, être proactif que réactif. Donc, si on se réveille trop tard, alors, il y a certains sujets, on peut dire on s'est réveillé trop tard, mais non. Le moment, c'est de démarrer, c'est pas de se dire c'est trop tard, maintenant c'est tout dessus. Non, faut agir. La meilleure stratégie, c'est celle de l'action, en fait. La stratégie RSE, c'est ça. Tu peux avoir le plus beau papier théorique du monde, c'est faire des petits pas et agir en fait avec ton filet d'eau, quoi, tel le colibri. Et il y a des choses très très concrètes. Moi, j'avais fait il y a quelques années des actions avec mon ancienne société. Alors, c'était connexe. En fait, on interagissait avec nos clients sur des actions en fait, qui effectivement parlaient de la société. Mais à chaque fois, on disait notre engagement, ça va être de planter un arbre en France. Et donc, la première campagne, il y a eu plus de 5000 arbres plantés en forêt en forêt de Chantilly. Et la deuxième année, c'était dans les Landes. Malheureusement, en plus, les Landes, il y avait eu des feux de forêt cette année-là assez dramatiques l'été. En fait, donc ça a du sens et les forêts ont besoin d'être régénérées. Donc, c'est pas forcément lié tout de suite à ton activité. Je pense que le cœur, c'est de le faire dans ton activité. Et tu peux aussi contribuer, en fait, à des actions telles que la reforestation, ou en tout cas le renouvellement des forêts, et pas le bout du monde en France, quoi. Autant aussi agir local, quoi. C'est bien, on a posé déjà des bases, un contexte et plutôt une vue d'ensemble. Je te propose qu'on se recentre sur les problématiques aussi des marques, des fabricants, Ouais. bénéficier de ton expérience. Quelles erreurs récurrentes tu as observées chez les fabricants qui vont freiner leur croissance, notamment avec leurs distributeurs, leur distribution, leur réseau de distribution? Tu veux dire quoi? Ils ont pas pris les bons axes, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et Façon. justement lesquels? Qu'est-ce que tu as identifié ou vu par le passé qui a pu freiner des marques dans leur croissance? Bah, en fait, parfois, il y a des réflexes très court-termistes. On veut, agir très vite et pas se donner le temps, de temps en temps. Hem, Parfois, on réorganise, alors je parle pas de cas particuliers qui me seraient arrivés ces dernières années, hein, mais sur mon constat, parfois, il y a des réorganisations d'entreprise et en fait, c'est du court terme pour faire du résultat, en fait, à la fin de l'exercice au 31/12. En fait, les choses se font dans le temps. Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a des sociétés, parfois, ils ont mis en place des équipes de prescription. Prescription, en fait, pour agir, faire connaître sa marque, ses solutions auprès des architectes, des économistes, donc des maîtres d'œuvre ou des maîtres d'ouvrage. Si tu mets une équipe en place et que, au bout d'1 an et demi, tu replies ta voilure parce que tu as besoin d'économie, il valait mieux ne rien faire. Parce que en fait, tu vas commencer à avoir fameux ROI, un retour sur investissement, mais au bout peut-être de 3 4 ans. Le temps en fait que les CCTP, qui est les causes techniques particulières, soient élaborées, en mettant ta marque ou équivalent, que les chantiers arrivent, qu'ils soient réalisés, donc que tu vendes, etc. Donc il faut trouver le bon équilibre entre le court et le moyen terme. On a souvent été pressurisé par des acteurs de tous bords, hein. C'est pas forcément que des financiers ou des spécialistes de ça. Il y a des gens qui s'inscrivent dans le temps, des gens qui sont très court-termistes. Et en fait, c'est ça qui a freiné. Et c'est le paradoxe. Pensant bien faire et voulant récolter en fait rapidement peut-être des dividendes ou des résultats, eh bien, on se prive en fait de résultats sur l'avenir.
Donc ça, c'est une erreur que j'ai vue par le passé. Est-ce que tu as des conseils justement dans ces périodes un peu de crise où c'est pas simple justement de voir, long terme? Parce qu'on pense aux résultats court terme, la croissance qui n'arrive pas, qui est freinée. Quand on est dirigeant chez un fournisseur, comment on fait pour penser long terme? Est-ce que tu as des exemples concrets qui te permettent quand même de garder un cap, dans ces situations-là? Alors, c'est sûr qu'on est un peu, comme diraient les British, un peu dans le foggy, quoi, dans le fog, quoi. C'est compliqué, en fait. On parlait avant de plan à 5 ans, hein, plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera l'année prochaine? C'est compliqué à savoir. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir pas pour ça qu'il faut pas avoir un cap, mais c'est clair que ça crée de la complexité, dans l'approche. En tout cas, il faut savoir à la fois garder son cap et puis éventuellement l'adapter, s'il ne fonctionne pas. Il faut être très pragmatique. Hem, je pense que, la clé, c'est de comprendre les évolutions de son écosystème, d'aller chercher aussi ce qui peut être un peu innovant et créer de la valeur. En fait, de se dire: «Je crée de la valeur pour mon entreprise et je le crée pour mes partenaires». Je vais te donner un exemple. Hem, donc il y a quelques années, j'étais plutôt lié à la rénovation énergétique des bâtiments, dans l'isolation. Bah, soit on aurait pu prendre ce marché en disant: «Voilà, il y a une aubaine de marché, c'est un boom, il y a des subventions et cetera». Et tu dis: «Bah, je vais, prendre ce qu'il y a à prendre». Ça peut être une solution, mais qui peut être un peu court-termiste parce que le jour où les subventions, sont stoppées, ce qui s'est passé d'ailleurs, bah, les marchés s'écroulent, quoi. Donc tu as plutôt intérêt à équilibrer déjà tes risques, ça c'est le 1er point. Et deuxième point, là où je veux en venir par rapport à ces rénovations des bâtiments, en fait, on s'était dit, voilà, autant être proacteur. C'est ton point de tout à l'heure, en fait, sur les risques aussi. Il vaut mieux être proactif que réactif. Donc réactif, je prends le marché. Proactif, j'essaie de trouver quelque chose d'un peu innovant qui apporte de la valeur à mon écosystème. Et là, en l'occurrence, ce qu'on avait fait en tant qu'industriel, on avait pris les accords avec des spécialistes, notamment des certificats d'économie d'énergie. Je ne sais pas ce que c'est, en fait, les gens comme Total, Engie, EDF sont obligés d'amener des économies aux particuliers de consommation d'énergie, faute de quoi ils ont des amendes très très lourdes. D'accord. Donc en fait, ils ont créé un écosystème, des délégataires ou des mandataires en fait, qui travaillent pour eux, pour, auprès des installateurs, des distributeurs, des particuliers, montrer qu'ils génèrent l'économie. Et donc, nous, on avait mis, en tant qu'industriels, des accords entre industriels et délégataires, en leur faisant bénéficier en fait, du réseau d'installateurs en fait, de l'entreprise, clients indirects, pour générer en fait, du business, en fait, pour aider les installateurs. Et en même temps, évidemment, ça nourrissait la marque et ça apportait du lead à ce mandataire. Donc en fait, c'est du win-win. Tout le monde y gagnait. Le distributeur, parce qu'il vendait plus aux installateurs, davantage de business, l'industriel, davantage de débouchés, le délégataire, effectivement, bah, pour lui, c'est des C2E, donc c'était son job. Et au-dessus, bah, l'obligé, donc Total ou EDF, etc., répondait à ses obligations. Donc, tu vois, un exemple, alors, il y en a plein, mais ils essaient de trouver en fait des choses qui créent de la valeur sur, pas uniquement pour soi, mais en fait pour un collectif qui ne sont pas forcément les gens qu'on a l'habitude de travailler, hein, parce qu'en fait, des délégataires, on ne travaille pas avec, on travaille uniquement distributeurs, installateurs, etc. Voilà. Donc il faut pas arrêter d'innover, même en période de crise. Mais moi, mon truc, ce que j'aime bien, c'est avec des équipes, ce que tu ne fais pas tout seul. Tu le fais parce que toi, tu as une bonne idée, tu es expert d'un domaine, moi, j'en suis d'un autre. Et ensemble, on va faire plus. On va faire effectivement le 2 plus 2 égale 5. On va le faire, ça. Tu vois, parce qu'on va avoir cette vraie synergie. Et moi, je crois que 2025 et toutes les années à venir, c'est plus que jamais, en fait, une ère de la co-construction. Tu fais les choses parce que tu vas trouver les bonnes personnes pour le bon sujet au bon moment. Et ça, je pense que c'est le. Alors, c'est le conseil, là, je parle comme un livre, mais l'idée, c'est de le critiquer, quoi, tu vois. Quelle est la place justement du distributeur? Tu parles de partenaire. Quelle est la place de cette relation aussi entre fabricant et distributeur? Quel rôle le distributeur peut jouer dans tout ça? Et comment le fabricant doit, changer ou faire évoluer, sa relation avec son distributeur? Je pense que les 2 doivent évoluer, les 2 doivent continuer à évoluer avec leur marché, en fait, les distributeurs et le producteur, l'industriel. Heu, évidemment, entre autres, le distributeur, il amène, surtout en France, en fait, il amène beaucoup de capillarité, en fait, de proximité vis-à-vis des metteurs en œuvre, des artisans, des entreprises du BTP. Donc ça, c'est leur rôle clé. C'est un rôle de service quand même absolument, clé, des distributeurs. Alors les industriels peuvent l'avoir aussi, mais je dirais que celui qui est le client direct de l'artisan, c'est enfin le client direct du distributeur, pardon, c'est l'artisan. Et donc il doit amener ce niveau de service
souvent aidés par le c'est pas il ne s'agit pas de savoir, si c'est, l'industriel ou le distributeur qui a amené le service, c'est de le faire ensemble pour fidéliser, c'est de le fait d'avoir des plans d'action communs. Donc d'être plus concret autour d'une table. Effectivement, il y a la big map comme il y a l'autre, hein, la belle stratégie, mais ensuite, c'est localement, régionalement, bah, définir des plans d'action absolument concrets. Donc ça a l'air extrêmement simple, mais c'est pas toujours pratiqué, quoi. Et pourtant, Justement, est-ce que c'est un basique, hein, c'est ça. Justement, est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu vois des qu'est-ce que tu penses de cette relation déjà entre les fabricants et les distributeurs? Est-ce qu'elle est comme tu l'as décrit? Est-ce qu'elle devrait être comme ça? Ou est-ce que justement elle est trop loin de cette vision-là que tu as, encore actuellement? Une réponse de Normand, je veux dire, ça dépend. En fait, il y a tout type d'approche d'industriel ou d'approche de distributeur. Quand le constat, c'est ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui fonctionnent ensemble. En fait, c'est rarement ceux qui jouent solo, quoi. Parce que chacun, en fait, apporte effectivement, comme mon colibri ou sa pierre, en fait, sur d'un côté plutôt la relation de proximité, qui est vraiment cette relation qui doit être service-soluteur. Et puis cette connaissance, cette expertise du métier, en fait, de l'industriel qui doit distiller à son distributeur, qui doit que ce soit un relais réellement pour connaître. Après, chacun a peut-être sa place, hein, si tu vends de la clim, bah, à un moment donné, effectivement, ça va être compliqué, sauf si tu as une enseigne spécialisée dans la clim, d'être aussi fort que chacune de tes marques, en fait, c'est évident. Mais chacun va nourrir l'autre, en fait, pour avancer. Je crois que la clé, elle est là. Et là, quand ça fonctionne pas, c'est quand c'est une relation qui est trop liée, en fait, à des discussions de négociation. C'est bien de négocier une BFA ou conditions tarifaires. Il faut que c'est du sens. C'est-à-dire que si je négocie avec toi une BFA sur les paliers des objectifs, mais on n'a pas un beau plan d'action ensemble, clair, hein, un bon ciblage pour obtenir ce résultat, ça sert juste à rien. Enfin, on fait des maths en théorie, quoi. C'est la pure théorie, tu vois. Donc pour moi, ça reste des relations humaines. Heureusement, ce ne sont pas les ordinateurs qui vont donner la meilleure équation dans le sujet. In fine, en fait, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes en fait, qui vont s'entendre, qui vont coopérer ensemble. Il faut qu'on construire dans l'intérêt du client final quelque part. Ben, c'est complètement ça. Et parce qu'in fine, je parle de l'artisan, l'entreprise du BTP, mais in fine, tu as le maître d'ouvrage, qu'il soit particulier ou public ou privé, une société, etc. Donc en fait, il n'y a pas de poison là-dedans. Donc, Pourtant, ça reste encore un marché assez opaque, même, bon, on peut parler des prix, on peut parler de plein d'informations. B2B a quand même bien évolué justement. C'est le sens de ma question. Comment tu as vu évoluer, cette relation de distribution, particulièrement B2B, particulièrement dans le BTP sur les, 10 dernières années? alors ça a beaucoup, beaucoup évolué. D'ailleurs, ça s'est accéléré il y a encore plus longtemps avec l'apparition du net et les prix qui commençaient à être publiés. Aujourd'hui, tu peux comparer les prix, mais en live, hein. Alors les grandes surfaces de bricolage, les GSA, les grandes surfaces alimentaires le font depuis des années. Hein, ils ajustent leurs prix parce qu'ils les ordinateurs vont les aider de plus en plus, en fait, c'est quasiment instantané, hein, ce comparatif. Ça étant, ce qui se passait en B2B, c'était plus opaque avant. C'est-à-dire que tu avais pas forcément une visibilité des flux. Je vais te donner un exemple, tu allais acheter du carrelage, tu savais pas, en fait, où acheter ton carrelage. Alors tu pouvais instinctivement, tu allais penser aux grandes surfaces de bricolage. Tu allais sûrement penser à Leroy, Casco, et cetera. Et là, tu voyais un prix donné, quoi. Mais si tu voulais un artisan qui te pose ton carrelage, à l'époque, maintenant même, tu peux avoir une intermédiation aussi par les grandes surfaces de bricolage, mais néanmoins, ce qui se passait, bah, c'était le conseil. Ton voisin allait dire: «Bah, tiens, j'ai un tel, il m'a refait ma salle de bain, c'est superbe, vas-y de ma part». Et en fait, tu allais voir cet artisan qui disait: «Ben, tiens, bah, venez avec, votre épouse, voir le showroom, heu et vous allez choisir, les carrelages». Donc en fait, l'artisan s'occupait de tout, il s'occupait de l'achat de produits, de la pose et je vais pas dire que le prix était à la tête du client, mais c'était pas très clair et il y avait pas vraiment une logique de prix, en tout cas une visibilité, des prix. Aujourd'hui, ça a changé. En fait, de plus en plus, en fait, les tarifs, sont clairs dans les showrooms et à les prix publics. Alors, parfois, les artisans s'en plaignent puisqu'effectivement, c'était une marge aussi supplémentaire pour eux. Ils ont moins de marge de produit. La chaîne de valeur a un petit peu bougé et in fine, peut-être ça a été pertinent pour le consommateur. Il y a une vérité des prix. Il y a pas une meilleure concurrence, je vais pas juger ça. Je ne suis pas en train de dire qu'avant c'était opaque, les choses étaient absolument claires, hein. Moi, j'ai toujours vécu dans des environnements où il
Il y avait pas de sujet de ce point de vue-là. Mais en tout cas, voilà, ça a révolutionné les choses. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de bouger, c'est que, on a le B2B, mais c'est plutôt du B2C2B, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des showrooms d'Algorel, de Coma France, Saint-Gobain Distribution, qui on veut, hein, en fait, il y a plein, Aubade, bon, c'est Coma France et en fait, c'est le consommateur qui vient et ensuite c'est revenu à l'artisan, c'est B2C2B. Leroy Merlin ou Casto, ils aimeraient bien aussi, hein, ADO faire, gérer le pro, hein. D'ailleurs, Bricoman le fait, hein, le groupe ADO, il gère les artisans, quoi, d'accord? Donc en fait, chacun veut aller un peu aussi aller prendre sur le marché de l'autre, hein. Il n'y a pas une frontière, comme elle était un peu définie par le passé. Donc tout ça, c'est en train de bouger très vite. Donc il y a une vérité des prix, il y a une concurrence. Alors l'idée, c'est pas de détruire la valeur aussi, hein, faut qu'il y ait une logique, mais globalement, voilà, c'est la loi de l'économie qui s'applique évidemment au bâtiment avec ces révolutions de l'internet. Aujourd'hui, de la on sait en live, en fait, les prix pratiqués à droite à gauche et ça va très vite. Et Transparence. puis, il y a tous les réseaux sociaux. En fait, si tu es content de quelqu'un, tu vas en parler, tu vas même parler, ouvertement peut-être combien tu as acheté et cetera, quoi. Même si en France, on est encore un peu réservé là-dessus, mais globalement, les choses Ça se change, ouais, ça change, ça vaut. voilà. Je vais te poser une question très large, mais toi justement, comment tu pilotais ta distribution? Comment pi Si tu devais donner des conseils, aux dirigeants, d'industrie, comment on pilote sa distribution correctement aujourd'hui? Je crois que c'est une évidence, mais c'est de la connaître. C'est-à-dire que moi, j'étais DG d'une business unit. Mais pour moi, que je sois DG, directeur commercial, directeur des ventes, directeur régional et cetera, ce qui est important, c'est de rencontrer les gens, de connaître, de comprendre les enjeux. Donc en fait, ma suggestion, ma recommandation, elle est très, très simple. C'est que tu sois, patron de boîte, ou que tu sois, commercial, évidemment pas avec la même fréquence, mais il faut que tu sentes tu ailles sentir le business. Comme dans un magasin, tu sens l'atmosphère, tu sens les choses. Dans un marché, il faut aller prendre la température. Enfin, donc la clé, elle est là et après c'est de bâtir ensemble, ses plans d'action, quoi. C'est absolument clé. Si chacun fait dans sa cour ou impose, puis de pas être court-termiste. On peut à un moment donné avoir une situation où on est, leader dans le marché, mais attention, de pas imposer. C'est l'interlocuteur en face, il est pas fou, quoi, il s'en souviendra, quoi. Donc ça a Ouais. pas de sens, quoi. On n'est pas là, on n'est pas, dans le B2B, on n'est pas et dans le B2C, il faut faire attention aussi parce que les les, les avis vont très vite et donc les réputations se font et se défont très, très vite. Enfin, les réputations mettent du temps à se faire, mais se défont très vite plutôt. Dans le B2B, on n'est pas là pour faire du tout du court terme normalement. Donc il faut instaurer une relation de confiance dans le temps et avancer ensemble. Alors après, évidemment, l'actionnaire, il regarde pas le résultat alors si, il regarde le résultat de son client ou de son fournisseur, hein, pour voir un petit peu où il en est justement. Il regarde son résultat, mais ça se fait parce qu'on n'a pas joué sur l'œuf, ouais. Faut co-construire encore une fois. Et une nouvelle fois, je pense que c'est le maître mot, c'est la co-construction, quoi. Et si on parle encore plus, précisément de l'organisation à l'intérieur même, d'une marque, d'un fabricant, Ouais. on voit encore beaucoup des silos, marketing, commercial, et toutes les équipes aussi, très opérationnelles, les ADV, qui collaborent plus ou moins bien encore. Il y a pas mal de frictions, dont on le voit, chez Daiteo, c'est pour ça qu'on apporte aussi une Ouais, solution. bien sûr. C'est quoi tes conseils? Comment notamment vis-à-vis de la distribution, comment on coordonne? Comment on Ouais. fait, C'est vrai que, historiquement, tu avais une césure marketing-vente, ce que tu viens d'évoquer. Heu, je crois que la clé, effectivement, c'est aujourd'hui, d'avoir quasiment plus de frontières entre le commerce et le marketing. Ça, c'est, absolument clé. Les services clients, pareil, effectivement, comme il y a beaucoup d'outils quand même qu'automatise, traitement des commandes, la gestion et cetera. Les métiers aussi évoluent. On essaie de faire évoluer les plateaux de service client, heu, qui étaient réactifs vis-à-vis des commandes, à être proactifs, être aussi des vendeurs sédentaires. Donc ça, c'est une évolution qu'on est en train de mener, qui est pas toujours possible pour tout le monde et pour tout type de société. Mais globalement, voilà, moi j'ai essayé de mener, dans différentes sociétés, avec plus ou moins de succès, mais globalement, en avançant. Moi, j'ai une vieille maxime, qui dit dans ce métier, en fait, du bâtiment qui est à la fois, traditionnel et innovant, il faut trouver le bon cocktail, le bon équilibre entre tradition et innovation. Si tu veux être trop innovant trop vite,
tu veux faire de toutes tes équipes du service client, en fait, des vendeurs sédentaires, bah, ça va pas le faire parce que tout le monde ne va pas aller à la même vitesse, tout le monde ne va pas être, et puis c'est pas forcément pertinent par rapport à ton marché. D'accord? Par contre, si tu bouges pas du tout, si tu as pas des outils de, heu, de lecture un peu automatique des commandes, des choses comme ça qui font gagner du temps, qui font faire d'autres choses, en fait, à des équipes, par exemple, si je reprends le service client, bah, tu vas être un peu hors course parce que tu vas être moins performant, tu vas avoir des plus gros délais de livraison, donc en fait, toutes ces choses-là font que, il faut être dans ce bon équilibre, tu vois, innovation, tradition et et couper les silos et ça, c'est le job, c'est le job des chefs d'orchestre, ça, c'est le job, des DG, directeur commercial, effectivement doit travailler de concert avec le directeur marketing et c'est le rôle aussi d'animation des comex, des colliers. Donc là, effectivement, alors c'est aussi un comment dire? C'est un devoir aussi par le patron de la boîte, mais pas que. C'est chaque individu, qui est responsable quand même de tout ça. C'est, d'être dans l'interaction. C'est pas d'être: «Je suis dans mon précaré», et voilà, faut éviter, les baronnies, les trucs et C'est la question que j'allais te poser. Comment on change une culture finalement aussi? Comment on mène cette culture du changement? Heu, c'est le rôle du leader, Lucas, c'est-à-dire que, en fait, c'est un peu le principe du coach dans l'équipe de foot, quoi, en fait, lui, lui, il a peur du terrain, donc c'est le mix entre le coach et puis le capitaine sur le terrain aussi, tu vois? Donc mais je pense que le leader, il doit être, alors je ne sais pas s'il doit être, coach joueur, quoi, en fait, hein. Je pense qu'il a son rôle, il est pro-acteur aussi dans le sujet. En tout cas, c'est clairement pour moi une des missions, essentielles de s'assurer, en fait, que les gens coopèrent entre eux et pour ça, ça se fait pas forcément naturellement. Il faut, créer les occasions, heu, avec ou sans le leader d'ailleurs, d'amener les gens effectivement à être force de proposition pour qu'eux-mêmes, soient dans cette mouvance-là. C'est pas pyramidal, de plus en plus on parle effectivement de co-construction au sein des entreprises, la fin des pyramides et cetera. Heu, mais c'est un mix très certainement des 2. Il faut une impulsion, puis en même temps après que chacun se sente, on va dire investi en fait de cette mission de coopérer, de co-construire avec ses collègues, quoi. alors on est, dans une période, de budget souvent, Et oui, à et oui. l'approche de fin d'année. Ah oui, On construit, l'année 2026 tout doucement. et oui. Hem, Ah oui, on y est là. on y est là, À l'année parce que là, beaucoup vont présenter leur budget la là, représenter exactement. ou ont déjà commencé à le présenter, puis on va leur faire les petits ajustements, quoi, oui. Mais justement, je serais curieux d'avoir ton avis si tu devais parler aux directeurs commerciaux, aux directeurs marketing des marques. C'est quoi les priorités, 2026 pour, faire performer sa distribution, son chiffre d'affaires, repartir, dans de la croissance? C'est l'évidence du commerce, c'est-à-dire rester proche de vos clients directs et de vos clients indirects qui vous amènent, en fait, de la demande, du pull sur votre marque, du push ou du pull sur votre marque, c'est la vieille maxime du marketing, en fait, de l'approche commerciale. Heu, je donne un exemple, moi j'ai travaillé il y a très longtemps, dans le ciment, Ciment Vicaire et je me souviens que l'ancien patron de Point P, je crois, pour les citer, disait, heu: «Qui tient le ciment tient le client». Heu, mais derrière tout ça, enfin, c'était un produit et cetera, mais c'est la proximité, en fait. Si on est sur son mapping, il en faut évidemment un, mapping Excel et cetera. Je pense qu'il faut des process, il faut des choses claires pour être efficace. Mais après pour la réalisation, pour l'exécution, l'implémentation, comme on dit en superbe français là, il faut être en proximité. Donc gardez, vos forces vives aussi proches des clients, sûrement un peu autrement. C'est-à-dire que, moi quand j'entendais parler de visite de courtoisie, je ne sais pas ce que c'est une visite de courtoisie. Oui, j'entretiens la relation, mais j'y vais pas pour ça. J'ai une atmosphère qui est sympathique, on est dans la confiance qui est la clé du commerce. Donc effectivement, c'est une relation humaine, sinon on aurait 2 robots qui dialogueraient entre eux, d'accord? Mais après, j'ai une finalité. Il faut que je te fasse, faut que je te crée faut que je te permette de créer de la valeur pour toi aussi et on va partager à un moment donné la valeur. Elle va être pour une partie pour toi, une partie pour moi. Donc c'est une évidence, mais ça se joue, en bas de la filière. Si tu as le mapping stratégie, le budget qui est formidable sur le papier, mais que tu es pas sur cette proximité-là, tu vas pas y arriver, quoi. Donc de garder les forces vives pour ça. Par contre, continuer effectivement, peut-être de travailler un petit peu différemment, les objectifs un peu différemment,
aligné par rapport à la stratégie globale. On parlait des RSE, digital, etc. D'efficacité. Hein, donc ça, c'est absolument clé. Et évidemment, alors la révolution en fait qui est en accéléré depuis 2 ans, c'est l'IA. On n'en a pas parlé encore, mais aujourd'hui, comment tu peux travailler aucunement sans l'IA. Alors par contre, pas n'importe comment. Parce que si tu travailles n'importe comment, et ben, tu vas me raconter ta vie, et je vais tout savoir de toi et il y a des choses que je dois pas savoir sur ta société, d'accord? Donc il faut être un peu sous contrôle, utiliser cet outil pour, gagner du temps, gagner de l'efficacité et gagner de la valeur. Et Donc bien évidemment, justement, investir aussi sur ces choses-là parce que, tu vois? tu vas avoir l'occasion d'en parler puisque j'avais une question un peu précise avant qu'on revienne sur des sujets RSE, également. Hem, la donnée produit, c'est que nous, chez Daito, justement, on Bah traite les oui, sujets à travers un outil. bah oui. C'est quoi ta vision sur la donnée produit? Est-ce que l'IA, va pouvoir intervenir à ce niveau-là? Comment tu as vu évoluer les choses et c'est quoi ta vision sur, Alors ma vision, c'est qu'il y a une accélération incroyable du traitement des données. Donc ça, c'est une chance, incroyable. Chez Dato, effectivement, vous proposez des solutions qui vont optimiser, les plannings, les gains de temps. Donc ça, c'est absolument clé. L'IA, évidemment, aide et vous en mettez évidemment dans les outils pour être d'autant plus, performant et en fait, ça va permettre quoi? Ça va être après une intervention souvent humaine. Il y a des choses qui peuvent être robotisées, mais globalement, intervention humaine qui va être optimisée. Donc aujourd'hui, la data, heu on a par le passé mis beaucoup trop de temps à saisir l'info et tout. C'était à savoir est-ce que c'est le distributeur ou l'industriel. Parfois certains ramenaient sur l'autre, en fait, saisie des données, et cetera. Aujourd'hui, je pense qu'on va, par l'IA, en fait, être relativement bien aidé par rapport à ça. Alors en faisant attention, hein, parce que garbage in, garbage out, donc il faut faire attention à ce que je traite comme données, et cetera. Mais globalement, il y a une accélération, sur la bonne tra la bonne, le bon traitement de la donnée. Après, il faut bien l'interpréter et bien l'utiliser, d'accord? Donc pour moi, effectivement, j'avais pas complété d'ailleurs ma réponse sur l'optimisation du budget. Bah, garder les outils essentiels, ceux qui vont permettre de gagner du temps et créer de la valeur. Donc effectivement, ce que vous faites, par exemple, vous, sur l'optimisation des plannings, c'est absolument clé. Si je suis boîte d'intervention, c'est clé et c'est clé parce que je peux avoir un SAV en tant qu'industriel, je peux avoir aussi des actions en tant que distributeur et cetera, et et on peut dégager du temps aux équipes, justement. Tu parlais tout à l'heure des exactement. ADB, comment on peut les mettre sur des tâches à Et du grosse coup, valeur ajoutée? tu les mets sur les tâches répétitives vont être traitées par l'IA, par différents, logiciels et eux vont pouvoir créer de la valeur différemment Bien sûr. et si je reviens sur ma proximité après où tu vas, effectivement par la confiance, bah, mettre en place des actions, qui vont te permettre de vendre davantage, de proposer de nouveaux services, et les nouveaux services souvent c'est quoi? C'est du gain de temps, c'est un meilleur confort, c'est, une optimisation, que ce soit en B2B, en B2B2C, ou juste après un plaisir aussi, ça a du prix, hein. Alors pour revenir, sur, la RSE, donc, tu l'as travaillé toi en lien avec, la vente. Comment ça influence, les choix des prescripteurs, des distributeurs? Est-ce que ça les influence d'ailleurs? Alors c'est une très forte influence, si je prends vraiment un domaine que j'ai pratiqué à un moment donné, les biosourcés, tu vois? Donc on dit, il faut absolument, des éléments qui viennent de la biomasse, c'est ça le biosourcé, d'accord et le truc après c'est, est-ce que tu as les volumes suffisants, tu vois, pour répondre aux biosourcés? Est-ce qu'économiquement, ça peut se placer par rapport à différents types de besoins? Et est-ce que les autres produits sont si, nature unfriendly que ça, quoi? Pas sûr, tu vois? Donc en fait, il faut trouver, en fait, le bon curseur. En tout cas, le tendance, elle est là. Si tu es un archi, tu es un prescripteur, tu es un donneur d'ordre, souvent public ou privé, tu vas vouloir, tout le monde va aller dans vouloir se verdir à un moment donné. Après, avec plus ou moins de justesse, est-ce que mettre tout son parc en électrique, c'est forcément formidable? Là, je mets joker, je sais pas. C'est pas sûr. Est-ce que d'ailleurs dans 10 ans, on parlera encore ou dans 5 ans des voitures électriques, ce sera pas une autre solution? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut forcément des matériaux biosourcés pour construire toutes les maisons? Est-ce qu'on a les moyens pour le faire? Après maintenant, on parle de ciment aussi bas carbone et cetera, ça existe. Alors il y a des gens qui vont rire en disant: «Mais en fait, je pense qu'il faut trouver un équilibre, une certaine logique, des certaines pratiques». Déjà commencer par arrêter effectivement, et ça en prend, bon chemin au moins en France, et dans les pays européens, tout ce qui était, dépôts sauvages et cetera. Donc ça, déjà, il y a un progrès et c'est de continuer sur ces phases de progrès-là, pas vouloir tout de suite faire quelque chose de parfait qui va correspondre à un modèle qui est discutable d'ailleurs, hein, parce on peut discuter en fait
de la pertinence d'un matériau dit biosourcé sur sa durée de vie. Donc, il faut faire attention de quoi on parle aussi. Moi, je peux te prouver par A plus B que un matériau traditionnel est mieux sur l'ensemble de sa durée de vie par rapport à. Ça dépend où tu prends. Donc, je ne suis pas en train de te dire qu'on peut dire tout et son contraire. Il faut effectivement quelque chose qui soit cohérent. Et on sait effectivement si on fait des trucs complètement affreux pour l'environnement ou pas. Est-ce que c'est une ineptie ou pas? Il y a certaines choses. Évidemment, c'est les idées. Oui, je pense connaître un peu ta réponse, mais si on devait résumer RSE, pour toi, c'est un coût ou un avantage compétitif? Quand c'est qu'il faut l'intégrer dans sa promesse commerciale quelque part pour une marque, Bah, aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire. C'est-à-dire même on va commencer à valoriser les entreprises aussi par rapport à cette partie-là, en fait. Hein. En fait, t'as même des bilans extra-comptables, etc., par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que personne ne peut. C'est même pas un atout, c'est une obligation. obligation? Donc si tu vas pas, tu es hors jeu, ce qui est plutôt bien. Et de plus en plus, en fait, les sociétés seront notées même. Euh, Ils auront un attrait même en acquisition ou simplement en tant que consommateur par rapport à tout ça. Et on est en plein dedans. C'est pas demain. On y est déjà aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pas, faut pas le prendre ni comme un coup. C'est quelque chose qui doit être complètement intégré à la stratégie de toute entreprise. Si on n'y est pas, bah, on est complètement hors jeu. Alors après, on va discuter, mais ok, mais est-ce que les pays dans certains autres continents, est-ce qu'ils ont la même préoccupation qu'en Europe? C'est pas sûr. Mais donc après, c'est un jeu effectivement de compétition, de concurrence. Est-ce qu'elle est loyale, pas loyale, etc. Mais je pense, voilà, on parlait de cap à un moment donné. Je ne connais pas des sociétés en fait qui sont allées droit au mur parce qu'ils étaient cohérents par rapport à leur politique RSE. OK. Pour finir, j'ai quelques questions un peu plus légères, plus simples. Mais vas-y, ouais. Mais j'aimerais connaître, voilà, parmi tes expériences, si tu avais un succès, un échec que tu peux décrire, dont tu es particulièrement fier, en tout cas pour le succès? Ouais. Bah, un succès dont j'étais très fier. Maintenant, c'est il y a quelques années, c'est en 2019. La société pour laquelle je travaillais, en fait, elle était élue force de vente de l'année. Parce que, en fait, on avait innové effectivement sur l'approche que j'évoquais tout à l'heure avec l'idée égalitaire énergétique. Donc, c'était notre approche de marché sur laquelle toutes les équipes avaient joué le jeu. Et ça, c'était un super succès. Parce que effectivement, assez innovant, partagé par les équipes. Et puis donc, au bout du bout, tu ramènes la coupe à la maison. Les gens sont fiers de ça aussi. Et ça, c'est un beau succès parce que c'est un souci de l'équipe. Un échec peut-être? Un que tu pourrais décrire, tu as Oui, il y a quelques années, alors je ne citerai pas la société, parce que c'est vieux, il y a une grosse prescription. Je crois que c'est il y a 16 ans. En fait, je quitte un très beau groupe pour rejoindre un autre groupe. On était dans un business très traditionnel. Alors, je ne citerai pas, parce qu'en fait, en plus, c'est une très belle société, mais qui était assez traditionnelle. Ils faisaient beaucoup de sur-mesure. L'idée était de passer du sur-mesure à quelque chose de rationnel, industrialisé. Et moi, j'avais été embauché parce que je connaissais très bien le réseau de distribution, hein, notamment les points PU, Gélimat et Bigmat, enfin tous les tout faire, enfin tout. Je ne vais pas les citer parce que j'en oublie, hein, donc j'en oubliais. Et donc, c'était de passer en fait du sur-mesure, du tout sur-mesure, un peu au prêt-à-porter, hein, quelque part. Et en fait, il y avait un fonds d'investissement derrière ça qui pensait qu'on pouvait rationaliser assez vite, en fait, cette entreprise. Et il s'est avéré, tu vois, c'était ce fameux cocktail que j'évoquais, qui était valable déjà à l'époque, entre tradition, innovation et la vitesse dont on peut le faire. En fait, on pouvait le faire, mais il fallait garder un équilibre aussi, garder du sur-mesure et amener du prêt-à-porter, et le faire sur un timing, en fait, entre guillemets, raisonnable. C'est-à-dire sur un temps d'adaptation, d'abord des hommes et des femmes, et puis les outils, etc. Et donc, la leçon que ça m'a donnée, c'est la notion de temps, en fait, d'avoir le bon tempo. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un de pushy, hein. Les gens qui me connaissent vont dire, il est souriant, il a l'air sympa et tout. Alors, je pense que bienveillance et exigence, c'est pas antinomique. Moi, je suis exigeant avec moi, je suis exigeant avec les autres. J'amène du rythme, mais j'ai appris aussi avec le temps de doser mon rythme. Alors, je sais pas, c'est pas aucune prétention en disant que j'ai plus vite que les autres et que je ralentis, etc. Non, c'est d'adapter, en fait, sachant que dans une équipe,
La vitesse de l'équipe, c'est pas la vitesse du leader. Je parle pas de moi, je parle du leader de mes équipes. C'est la vitesse du peloton. Donc en fait, il faut amener le peloton le mieux possible, hein. C'est ce que font les cyclistes. Je suis pas cycliste, mais j'observe ça, quoi, voilà. C'est une bonne réflexion. Si tu avais, je vais te donner 3 KPIs que tu donnerais à suivre à l'heure actuelle à un Alors, fabricant. alors C'est dur, hein, se restreindre à 3, mais si on avait 3 que tu aurais en ouais. tête. Alors je pense qu'il faut pas tout mettre dans les KPI, mais effectivement, il faut pouvoir piloter, donc il faut quand même avoir des indicateurs, donc qui sont pas forcément que financiers ou chiffrés. Moi, j'ai un triptyque, en fait, et je te dis ça sous forme de KPI. Je signe, par exemple, mes posts, tu vois parfois sur LinkedIn, des choses comme ça, je signe souvent vert, digital et toujours plus humain. Parce qu'il faut être vert, il faut être digital, il faut être humain. Et pour moi, en fait, tu vas pas forcément mesurer la verdure, le digital et l'humain, Ouais. mais il faut que tu aies ce melting pot, c'est ce mélange-là que j'aime bien. Il y a du qualitatif, en tout cas, il n'y a pas que des KPI Exactement. Il quantitatifs. faut du quali aussi. Il faut du quali. Voilà. Je sais que donc, on en a parlé avant cette interview, tu prépares un téléthon du bâtiment, tu peux nous en parler? Alors, c'est pas un jeu d'ailleurs, hein, c'est nous préparons et on est très nombreux aujourd'hui. En fait, oui, le téléthon du bâtiment, c'est quoi? Alors déjà, ça s'inscrit dans le téléthon national, hein. C'est pas un téléthon spécifique au bâtiment, mais c'est un téléthon qui, en fait, ce sont des événements qui embarquent la filière bâtiment au sens large du terme. Large, donc c'est tout le monde, hein, les distributeurs, les prescripteurs, les industriels, voilà. Et en fait, ça vient d'où? Avec une amie qui est Catherine Aubert, on va la citer, de la directrice générale de Synertiel, avec lequel on fait le constat il y a 2 ans que l'AFM Téléthon connaissait que Synertiel dans le bâtiment. Synertiel, parce qu'ils étaient partenaires, ils avaient contribué à des maisons en fait d'aidants, de familles pour des malades, et ils connaissaient personne. Et donc Catherine me dit il y a 2 ans, mais est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait embarquer la filière bâtiment sur des events, des événements, comme le font par exemple les banquiers. Les banquiers, depuis 1987, démarrage du Téléthon, en fait, à Paris et aux 4 coins de France, embarquent toutes, c'est multi-enseignes, c'est peut-être sûrement le seul événement en fait où ils sont tous comme ça mélangés. Alors ils mettent leurs couleurs, effectivement, avec leurs t-shirts, etc. Et ils sont notamment au stade Émile-Antoine à Paris, donc avec pied de la Tour Eiffel, à Boulevard et Suffren. Et ils sont 1000, 1500 à Paris, puis aux 4 coins de France. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas ça? Donc on a démarré avec Catherine et avec Fabien, le DRH de Synertiel. On est allé voir ce que faisaient les banquiers il y a 2 ans. Et puis on s'est dit, bah tiens, ils font ça le vendredi soir du week-end du Téléthon, on va faire ça le jeudi soir et on va démarrer. Donc on a une première édition en 2024. On avait plus de 700 personnes au stade Émile-Antoine et on avait des gens aux 4 coins de France, à Toulouse, à Biarritz, à Marseille, etc. Et on a eu une trentaine de partenaires à l'époque qui nous ont rejoints, donc des industriels, des distributeurs, etc. Et je vais dire que cette année, deuxième édition, on a à peu près un peu plus du double de partenaires déjà. Très très belles anciennes, je ne vais pas en citer parce que je ne vais pas citer les 60-70 partenaires au jour d'aujourd'hui. Chacun en fait amène sa pierre à l'édifice, hein, donc c'est une subvention, une donation à l'AFM Téléthon qui finance quoi? Qui finance en fait l'Institut d'immunologie, la fondation de l'Institut d'immunologie. En fait, c'est un bâtiment qui va être construit. La première pierre d'ailleurs a été posée au mois de juin dernier. C'est tout près d'Austerlitz, bord de Seine. Il va y avoir énormément de chercheurs en fait dans cette fondation de biologie, donc qui vise la recherche sur les maladies génétiques liées aux muscles. Et évidemment, dans le bâtiment, on a aussi les troubles musculo-squelettiques, le TMS qui nous touche. Donc, on est en plein le cœur du sujet. Donc, en fait, en gros, les entreprises donnent, on a une grille indicative en suivant la taille des sociétés. Mais en fait, les gens donnent on va dire entre 2 000 et 10 000 euros, défiscalisé à 60% pour une entreprise. Et puis après, les gens payent une participation aux frais de course, notamment sur Paris, mais qui vont coûter quelques centaines d'euros finalement in fine, pour avoir un événement où on attend plus de 1000 personnes le 4 décembre. Donc le 4 décembre 2025, on vous attend très nombreux au stade Émile-Antoine. Donc là, évidemment, à votre bon cœur si vous nous donnez une subvention. Si votre entreprise veut encore nous rejoindre, il me contacte avec grand plaisir. On a fait un communiqué de presse là, donc au mois de septembre sur le sujet, mais on va évidemment vous documenter. Et c'est très simple et surtout, c'est un moment de plaisir, quoi.
On parle de RSE, on en a parlé tout à l'heure dans l'interview. Ben, voilà un événement RSE qui a du sens, qui finance en fait une lutte, une recherche sur les maladies qui sauvent et qui ont sauvé beaucoup de personnes. Et en même temps, c'est un événement où les gens ont la banane. L'année dernière, 2024, fin novembre, c'était pas quand même le moment le plus sympa dans le bâtiment quand même. On était vraiment au creux du neuf, la rénovation ne bougeait pas, enfin, on était un peu dans la sinistrose. Et on a mis 700 personnes, tout le monde avait la banane, tout le monde était là, était ravi d'être là. Et donc là, voilà, c'est un événement qui finalement coûte pas très cher, qui donne du sens, qui mobilise les équipes. Donc, rendez-vous à tous. Alors, 4 décembre, ça va être Émile-Antoine à Paris, ça sera à Lyon-Brigné, ça sera à Toulouse, d'ailleurs fin novembre, ça sera un petit peu plus avant, avec plein de partenaires de toulousains. Ça va être à Lens, sur les terrils. Enfin, il y a plein de choses extraordinaires qui vont être faites dans le cadre du Téléthon 2025. Et ben, le rendez-vous est pris. Je te propose de finir sur ton livre. Ouais. Si on touche 2 mots, je crois que tu as sorti un livre récemment. Tu peux nous en parler? Alors écoute, j'espère que tu vois, notre entretien aura inspiré des gens, tu vois, et je l'ai appelé Vous m'inspirez. C'est les autres qui m'inspirent, parce que ce que je disais tout à l'heure, tu apprends dans l'interaction avec les autres, de ce que te disent les autres, ce que les livres. Et en fait, dans ce bouquin, je livre des tas de rencontres en fait, qui m'ont marqué, professionnellement et personnellement, qui m'ont construit, qui m'ont amené à évoluer, et sur lesquels j'ai interagi avec les autres. Et l'idée, quand tu lis le bouquin, c'est de te plonger dans tes propres inspirations, dans tes propres rencontres. Tu te dis, bah, tiens, mais j'ai vécu quelque chose comme ça. Et c'est ça l'idée en fait qu'on a eu avec Denis Gentil, qui est le co-auteur avec moi en fait du bouquin. Denis Gentil, qui est un storyteller, donc un spécialiste en fait de l'écriture, ce que je ne suis pas. Et donc on a fait ça à 4 mains. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. On est nominé au prix des DCF, dirigeants commerciaux de France du livre. On espère peut-être le gagner. On ne sait pas. En tout cas, on est dans les nominés là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on espère surtout, enfin les échos qu'on a des lecteurs sont plutôt sympas. Les gens se retrouvent aussi là-dedans et c'est humain, quoi. Voilà, On le retrouve où? eh bien, tu vas alors le trouver sur les plateformes. Tu vas pouvoir l'avoir sur Amazon, sur Fnac, sur Cultura, mais sur les plateformes digitales, pas en physique. On ne le stocke pas à la Fnac ou autre, mais il est livré assez facilement en fait. Et le bouquin Vous m'inspirez, donc de ma pomme et Denis Gentil. Et ben voilà, allez lire Vous m'inspirez. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à toi, les gars, c'était un plaisir. Cet échange. Un plaisir. À bientôt. À bientôt, ouais. Merci Salut. à toi. Bonne fin d'année à toi. Ciao, ciao. Fab Info, là où les données deviennent des ventes.